Écoutez, bonsoir à tous. Monsieur le ministre, chers collègues et amis membres de l'AFJA, mesdames, messieurs, donc nous voici réunis pour la traditionnelle cérémonie annuelle de la remise du Grand Prix du journalisme agricole et agroalimentaire de l'AFJA pour des sujets publiés ou diffusés en 2022. Alors, avant de débuter, je souhaiterais particulièrement remercier Monsieur le ministre de sa présence et de nous accueillir ici, dans cette belle salle, le cabinet du ministre et les équipes du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire pour leur accueil. Avant de remettre les prix, juste pour rappel, le Grand Prix du journalisme de l'AFJA est une institution aujourd'hui. Il a été créé il y a 56 ans, en 1967, et il récompense chaque année des sujets qui se distinguent par leur qualité et qui traitent des enjeux de l'agriculture et de la ruralité et de l'agroalimentaire. Monsieur le ministre, si vous voulez peut-être dire quelques mots avant qu'on passe au lauréat. Rassurez-vous, ça ne sera pas un long discours. Juste pour vous souhaiter la bienvenue. Je suis très heureux d'être là pour la deuxième année consécutive. On va finir par prendre des habitudes. Ici, et de vous accueillir ici au ministère de l'Agriculture dans cette jolie salle qui voit souvent beaucoup de réunions. Je voudrais saluer le président Cahuzac, saluer le président du jury qui va œuvrer juste après moi, j'imagine. Donc dérouler Yvon Eric pour le travail qui a été fait. Cette association, c'est une association importante pour nous. C'est une association qui est évidemment par nature en relation avec le ministère de l'Agriculture, mais très en relation aussi avec les professionnels des différentes filières et des différents secteurs. Et je voudrais saluer, au fond, ce qu'on salue ce soir, c'est le travail que vous faites au quotidien. Alors évidemment, ce soir, on en distingue quelques-uns de plus que d'autres, mais je voudrais vraiment saluer le travail qui est fait quotidiennement par vous, presse spécialisée, presse généraliste, presse quotidienne régionale. D'ailleurs, on a un peu toute cette panoplie-là, la presse écrite et la presse audiovisuelle, pour le travail quotidien que vous faites pour essayer d'éclairer des enjeux qui sont des enjeux complexes. Et Dieu sait si on a besoin de journalistes pour essayer d'éclairer des sujets qui sont par nature un peu complexes et qui ne souffrent pas toujours seulement de la radicalité des débats sur Twitter. Donc je voudrais vous remercier du travail, parce que je pense que c'est le moment de dire, et de plus en plus, si vous me permettez cette expression, qu'une démocratie, c'est des élus, c'est une justice, c'est des forces de police, mais c'est aussi des journalistes. C'est la liberté de la presse, et la nécessité de la presse. Parce que sans presse, on n'arrive pas à informer, à dire des choses sur ce qu'est la réalité du monde, dans sa complexité, donc parfois sa radicalité aussi d'ailleurs. Et donc je suis très heureux d'être là, et je ne serai pas plus long, parce que j'ai dit que je ne ferais pas un long discours, mais pour vous remercier du travail que vous faites. Il m'arrive parfois d'ailleurs d'apprendre par vous des choses. Ce qui est plutôt bon signe d'ailleurs, d'une certaine façon, à la fois de sujets qui fonctionnent, d'initiatives que vous mettez en valeur, et c'est important de mettre en valeur les initiatives de transition par exemple qui sont mises à l'œuvre, et parfois des sujets de difficulté qui apparaissent territorialement ou par filière, en complément évidemment de toutes les informations dont je bénéficie bien évidemment. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et je vous laisse poursuivre la cérémonie. Alors, cette année, donc, le jury était présidé par Yvon Herly, directeur de la rédaction de la France Agricole, que je vais inviter à me rejoindre. Je voulais juste, au préalable, remercier l'AFJA de m'avoir proposé de présider ce Grand Prix, avec 50 articles dans la catégorie presse écrite et 10 reportages audiovisuels. On peut estimer que ce Grand Prix est plutôt une réussite, en tout cas a du succès. Alors que je participais pour la première fois à ce jury, je dois dire que examiner tous ces dossiers, c'est un vrai travail. D'ailleurs, j'en parlais avec mon prédécesseur, et je tiens donc aussi à remercier les autres membres du jury pour le temps passé. Pour les articles, on constate qu'il y a une grande diversité de sujets, allant de thèmes très techniques s'adressant en premier abord à des agriculteurs ou des professionnels de l'agriculture, jusqu'à des sujets plus magazines ou sociétaux qui visent davantage le grand public. On constate également une grande diversité de thèmes ou de sujets dans les reportages audiovisuels, dont la moitié d'ailleurs ont été réalisés à l'étranger. Pour autant, pas d'inquiétude, on a réussi à se mettre d'accord sans grande difficulté pour choisir les lauréats de ce Grand Prix. D'une manière générale, on constate que les médias s'intéressent de plus en plus à l'agriculture, et cette diversité de thèmes et de candidatures en témoigne.
qui peut laisser penser que le Grand Prix de l'AFJA a encore de l'avenir, d'autant plus qu'il est plutôt correctement doté. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, merci Yvon. Donc, premier prix, le Grand Prix catégorie presse écrite donc, a été attribué. Je vais te laisser. Donc à Tanguy Delin pour son enquête légumes, le retour du désherbage manuel, paru dans Agra Presse le 13 juin 2022. Tanguy, j'ai juste une petite question, mais qui est d'actualité, que le ministre doit suivre, puisque le thème de ton enquête portait sur les difficultés, enfin les conséquences de l'interdiction d'utilisation de molécules. Quels enseignements as-tu tiré de ce travail quand même assez fouillé? Je n'avais pas prévu de réponse à cette question. Je vais juste citer l'exemple d'une filière qui me tient à cœur, qui est la filière carotte que je cite de nombreuses fois dans l'article. J'ai constaté que les professionnels de cette filière actaient le retrait de molécules. C'est une réaction qu'on voit partout, mais là il y avait vraiment acté. Si les molécules doivent être retirées, il faut les retirer. Nous, on veut vraiment travailler proprement. Et c'est des petites filières très techniques et il y a un foisonnement d'expérimentation sur le terrain qui est vraiment intéressant, et on sent qu'ils traversent des moments difficiles, c'est rien de le dire, en termes de désherbage c'est vraiment compliqué, mais on sent que la sortie est pas loin et qu'ils vont ensemble, ils avancent ensemble et ils vont réussir à trouver des solutions. Quoi, je l'espère. Bravo Tanguy, donc on va te remettre un prix, c'est monsieur le ministre qui va te le remettre, voilà. Bravo. Et on va faire une photo, et donc tu repars avec un chèque de 800 €. Alors, on va passer au deuxième prix, donc le Grand Prix catégorie audiovisuelle. Donc, qui est décerné à Guillaume Collange, Sébastien Descartes-Aide et Yacine Sillov, si je prononce. Sillov. Donc, pour leur reportage Côte d'Ivoire à fruits toxiques, diffusé sur Arte le 25 novembre 2022. Donc, on peut les applaudir également. J'ai une petite question pour vous. Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur ce sujet de l'utilisation des organophosphorés en Côte d'Ivoire? Alors ça remonte en fait à une première série qu'on avait fait tous les deux, un travail qu'on a fait pour l'association Phytovictimes, qui travaille pour faire reconnaître les maladies professionnelles, enfin, en tout cas les agriculteurs malades des produits phyto en maladies professionnelles. Et on a fait une web-série pour eux, qui s'appelle la web-série Phytovictimes, avec des témoignages justement de personnes malades, des témoignages des personnes qui ont guéri et aussi des experts scientifiques, des sociologues. Je vous invite à aller voir ce beau travail qu'on avait fait et qui nous avait permis de rentrer en contact avec un universitaire de l'université de Toulouse, c'était Garrido, c'est ça son prénom, et qui nous avait parlé justement de produits phyto qu'on continue de produire en Europe, qui étaient interdits en France ou en Europe, et qu'on, par contre, les firmes ont continué d'envoyer sur d'autres pays, notamment l'Afrique et notamment la Côte d'Ivoire. Voilà. Et principalement, on va utiliser aussi pour la production de cacao, qui est la Côte d'Ivoire est le premier producteur. Donc voilà, c'est un peu la genèse de ce travail-là. Écoutez, moi je voulais simplement vous dire que ça a été une enquête qui a été difficile à mettre en place et qui a été possible grâce à pas mal de personnes en Côte d'Ivoire, une toxicologue, Aïssata Diakité, le professeur Dembélé, et puis Yacine aussi qui nous a beaucoup aidé, qui était implanté là-bas. Et je pense que voilà, si vous n'avez pas vu ce reportage qui est donc a été diffusé par Arte Reportage, je vous engage à aller le voir parce que vous allez je pense en tout cas découvrir une problématique qui ne concerne pas simplement la Côte d'Ivoire, mais aussi pas mal de pays africains. Et une enquête qui est multifactorielle au niveau des causes, et c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur, c'est qu'il n'y a pas une seule cause, il y en a plusieurs à ce phénomène, c'est-à-dire qu'on trouve effectivement en Côte d'Ivoire
Différentes problématiques se superposent. D'abord, le fait que la liste des produits interdits n'est pas suffisamment mise à jour en fonction des connaissances scientifiques. Le manque de formation des vendeurs sur les marchés qui vendent des pesticides comme des produits miracles. Des réemplois aussi de produits par les agriculteurs eux-mêmes qui utilisent des produits dédiés au coton, des organophosphorés dédiés au coton, sur des cultures maraîchères. Et puis aussi un manque tout simplement de conseillers de formation agronomique. Donc l'ANADER, l'Agence nationale, en fait, a un agronome pour au moins un bon millier d'agriculteurs. C'est un ratio impossible de former tout le monde. Et donc c'est ce qui explique la dissémination de ces produits. Au fur et à mesure, et les mauvaises pratiques qui s'installent, même si pas mal de gens essaient de changer modestement les choses ou d'alerter. Et effectivement, l'une des problématiques aussi, c'est la vente effectivement par des entreprises indiennes, chinoises ou européennes de ces produits en Côte d'Ivoire, souvent à travers des filiales, ce qui leur permet d'échapper aux législations nationales ou européennes. Oui, parce que les produits européens, c'est pas forcément les pires. Enfin, c'est en l'occurrence interdit ici, mais on parlait d'organophosphorés, mais des organochlorés, on trouve pas de choses sur le marché. Et parce qu'ils viennent de filières légales ou illégales, en provenance d'Asie et de pas mal de pays. C'est un peu tout. Et donc le résultat de tout ça, mais après je vous conseille d'aller voir le reportage tout simplement qui fait 24 minutes, c'est qu'effectivement on a déjà pas mal de faits divers liés à des intoxications brutales. Les intoxications plus lentes passent un peu sous les radars, déjà parce qu'il n'y a pas de dispensaire forcément à proximité, il n'y a pas d'études épidémiologiques à l'échelle du pays, et ça reste une inconnue du reportage, sur lequel je pense qu'il faudrait peut-être investir dans des études épidémiologiques plus larges, parce qu'effectivement on a en Afrique évidemment 20 années ou 30 années de retard par rapport à la prise de conscience qu'on peut avoir chez nous, et on sera peut-être effectivement confronté à un problème de santé assez massif dans les décennies à venir. Au même problème de santé qu'on a ici, parce que la prise de conscience chez nous est assez restreinte quand même aussi. Voilà. Très bien, merci. Alors on va vous remettre un diplôme à chacun, et puis on va faire une photo. J'en ai un troisième. Voilà, un troisième. Pour Yacine qui est en Côte d'Ivoire encore, parce que... Merci. J'ai pas mentionné, mais vous repartez aussi avec un chèque de 800 €. Ah oui. Repartir. Cette année, le jury a décidé d'accorder une mention spéciale pour un reportage qui a été fait en Ukraine par Patrice Moyon, pour son enquête intitulée L'année cataclysmique de l'agriculture ukrainienne, parue dans Ouest France le 31 décembre 2022. Alors je tiens à dire que l'attribution de ce prix n'a rien à voir avec le fait que Patrice était mon prédécesseur l'année dernière. Nous sommes totalement incorruptibles. J'avais une question à te poser. Tu vas fréquemment en Ukraine. Comment tu travailles sur le terrain et comment tu vois les choses? Comment évoluent-elles? Quand j'ai commencé au début du conflit en Ukraine, j'ai proposé à ma rédaction en chef, comme j'avais couvert l'agriculture pendant 10 ans en Ouest France, de suivre ce sujet plus particulièrement, ainsi que la reconstruction. Et donc pour moi c'était une page blanche. Donc au départ, comme pour tout journaliste, c'était trouver des sources. Et j'ai eu de la chance aussi parce que le journal a accepté que je retourne en Ukraine à plusieurs reprises. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des différents voyages, j'ai évidemment une connaissance de plus en plus fine sur, par exemple, la question de l'aménagement du territoire, la question des terres, possession des terres, puisque les terres aujourd'hui sont en partie propriété de l'État et donc sont louées. Donc il y a cette question de la libéralisation du foncier, la question aussi de voir aussi combien l'agriculture était devenue un enjeu fondamental, qu'il ne faut pas être naïf quand on voit la Russie utiliser l'agriculture comme une arme à part entière. Donc c'est vraiment un travail de fond. Donc au fur et à mesure, les sources s'enrichissent et voilà, je peux avoir une vision un peu plus fine. Et surtout, je pense que il ne faut pas être naïf, il faut bien regarder ce qui se passe à l'est de l'Europe, parce que l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne va complètement rebattre les cartes. On ne pourra plus penser la politique agricole commune de la même manière. Donc y aller aussi à plusieurs reprises, c'est aussi peut-être aider à réfléchir sur ce que sera la place de l'Ukraine demain en Europe.
pareil, voilà, un diplôme, et puis une photo, une vraie photo. Donc la mention spéciale est assortie d'une valeur de 400 €, et donc on vous remettra les chèques après, donc on les a pas oubliés. Donc il y a une dernière catégorie, il s'agit du prix Graines d'innovation. Donc je vais laisser annoncer la lauréate. Donc il est attribué à Florence Ravu pour son dossier Agrumes Corse Retour vers le futur, paru dans Végétable en décembre 2022. Je dois dire que j'ai appris pas mal de choses. Je ne connaissais pas trop la clémentine corse, mais cette évolution est très intéressante. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment s'est faite cette montée en gamme de la clémentine corse? Oui, alors moi je trouve que c'est une très belle histoire. Effectivement, il faut aller sur place pour le voir. À la fin des années 90, la clémentine de Corse était exsangue. La filière était vraiment au bord du gouffre, parce que concurrencée de toutes origines, avec un produit un peu banalisé. Et il y a eu quelques jeunes producteurs à l'époque qui se sont dit on ne peut pas se laisser aller comme ça, et puis avec une spirale infernale, avec une descente en gamme, une descente en prix. Et donc ils ont décidé de se retrousser les manches, surtout de faire un produit propre à eux. Donc la clémentine avec son aspect particulier, son petit cul vert puisqu'elle n'est pas déverdie. Voilà. Et puis donc ils se sont mis en marche ensemble, collectivement quand même. Les Corses savent aussi travailler ensemble, même si quand on est sur le terrain, on voit bien les différences à la fois de personnalité et d'entreprise. Et donc ils se sont mis ensemble et ils ont déjà obtenu une IGP en 2007, puis un label rouge en 2014. Et aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres. Extraordinaire, donc quelque part la question du prix n'est même pas une question, c'est un produit vraiment valorisé. Ce que j'ai voulu montrer à travers ce reportage, en tout cas ce que j'ai vu de mes yeux vus, c'est qu'on est dans un tournant, dans une autre étape, on est à l'heure de la maturité, et donc aujourd'hui, fort de ce socle qu'ils ont su reconstruire, ils s'engouffrent à fond sur l'agroécologie, et puis là c'est pas de l'agroécologie PowerPoint, c'est vraiment de l'agroécologie de terrain. Donc ils avancent, mais pareil, ils testent plein de choses qui sont absolument passionnantes. Ils cherchent aussi de nouvelles valorisations par la transformation. Donc il y a 2 projets de transformation. Alors petite ironie du sort, j'étais au Natexpo aujourd'hui, juste avant, et j'ai revu une entreprise qui est Corsica Comptoir et qui ça y est, a lancé son projet de transformation. Donc il a intégré une filière industrielle. Donc ça y est, c'est en marche, et j'avais commencé à en parler en décembre dernier. Et puis 3e étape aussi dans leur évolution, donc fort de leur socle, ils diversifient, ils vont planter maintenant de l'avocat, donc on aura bientôt de l'avocat français sur les étals. Ils essaient en tout cas d'essaimer, ils plantent de l'olivier, ils plantent d'autres cultures de diversification, et tout ça est fort passionnant. Voilà. Merci. Merci. Juste un dernier petit mot si c'est possible. Alors je suis très honorée par ce prix, mais j'ai presque envie de dire on fait juste notre travail. On doit le faire avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'exigence, parce que franchement on a une filière, on le doit vraiment. Moi je dédie ce prix à tous les producteurs finalement, et puis toutes les filières industrielles. Parce que grâce à eux, ils nous ouvrent leurs portes, ils nous font confiance, à nous d'être très exigeants sur notre capacité à bien cerner les enjeux et à essayer de retranscrire avec justesse et beaucoup d'exigence, parce qu'on est quand même lu par des décideurs. Tout ce que l'on voit, et je trouve qu'on leur doit bien. Voilà. Bravo Florence. On va faire une dernière photo avec tous les lauréats. Si vous pouvez revenir sur scène avec Monsieur le Ministre également. Voilà.